Alors, bienvenue au nom de la Cinémathèque suisse, de Stéphane Goël, de Climage, de First Hand Films, le distributeur du film de la cuisine au Parlement. Je fais un petit pas en arrière dans le temps, c'était 2010 ou peut-être déjà début 2011, je ne sais plus honnêtement. Et à ce moment-là, Stéphane Goël réfléchissait à un projet de film à l'occasion en fait du 40e anniversaire du droit de vote aux femmes en Suisse. Et en fait, il a proposé à la Cinémathèque suisse de se joindre à ce projet. Et évidemment, nous, on a tout de suite répondu présent. À l'époque, on avait encore le Capitole qui était ouvert avant les travaux de rénovation, et donc on avait pu, en occasion en fait des célébrations du droit de vote, présenter le film dans la salle. J'ai mémoire d'une très belle soirée, même si à l'époque, il faut le dire, les revendications, la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, et puis en général le mouvement des femmes était un peu, on peut le dire, endormi. Depuis, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en plus d'une pandémie. Il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu la grève, et à juste titre, Stéphane a ressenti en fait le besoin de rebondir, de remettre main au film et d'une certaine manière de l'actualiser et de le compléter. Donc voilà, la Cinémathèque a de nouveau dit présent. Bon, ce soir, on est ici pas très nombreux et nombreuses à cause de la pandémie, mais ça nous fait très plaisir de continuer cette aventure à Stéphane Goël, qui n'a plus, je pense, besoin d'être présenté, cinéaste lausannois, membre du collectif Climage. Viens avec moi. Bienvenue Stéphane. Welcome. Alors, en espérant que les spectateurs ne vont pas regarder le foot en même temps que le film. Non, c'est après le foot, c'est après. On va se dépêcher comme ça pour ceux D'accord. qui seraient intéressés. En tout cas, merci d'être là une fois de plus. Bon, on a un rapport spécial avec la Cinémathèque et Climage, non seulement avec toi, aussi avec toute l'équipe de Climage. Et donc, de la cuisine au Parlement, la vengeance, la revanche, tome 2, comment définir ça? Le reboot. Non, mais c'est vrai que c'est d'abord, merci Kika, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la maison ici, et puis il y a la maison du Capitole, et puis il y a la maison de Paderewski, puis il y a la maison du cinématographe, et puis il y a la maison de Ponta, et puis il y a toutes ces maisons qui sont vraiment le lieu où je me sens tellement bien, quoi. Et c'est vraiment... On ne prend pas tout le temps le thé ensemble. Non, c'est vrai qu'on a cette chance unique. J'étais hier soir à Zurich pour présenter le film, ouais. Et puis c'est vrai que quand on parle avec nos collègues zurichois de la chance qu'on a d'avoir cette institution ici, ouais, à côté de chez nous, ils sont toujours un peu envieux. Et pas que les Zurichois d'ailleurs. Et non, voilà, ce film, vous verrez, c'est une nouvelle mouture, mais je me disais que c'était presque une sorte de film de work in progress, quoi. C'est un film qui pourrait donner lieu à de nouvelles versions, un état des lieux, comme ça, de manière ponctuelle, tous les 10 ans, quoi. Et puis que c'est un film, ces deux versions-là, c'est moi qui les ai fait, mais les prochaines pourraient être faites par d'autres. Et puis, peu importe, finalement, c'est un sujet sur lequel qui mérite qu'on y soit toujours attentif. Et en fait, une fois de plus, comme je pense la plupart de tes films, de vos films et du cinéma suisse, pour réaliser ce nouveau chapitre, tu as eu quand même besoin d'un soutien public important, n'est-ce pas? Quelle perche! Non, oui, bien sûr. La première version de ce film était un film de télévision. Et puis, cette deuxième version est un film de télévision et de cinéma. Et puis, donc, c'est vrai qu'on a bénéficié, comme toujours, du soutien public, parce qu'on a encore cette chance, ce privilège de bénéficier du soutien des institutions publiques pour faire les films dans ce pays. Donc la SSR, évidemment, le film a été diffusé sur les 3 chaînes, l'Office fédéral de la culture et Cinéforum. Voilà pourquoi j'ai lancé la perche. Alors, vous le savez peut-être pas, Gérard Rouet, ancien producteur célèbre pour le cinéma suisse, qui a en fait dirigé Cinéforum, donc la fondation du soutien, la fondation Roman
du soutien au cinéma, est parti à la retraite en début du mois et il y a un nouveau secrétaire général. Et donc, on trouvait que c'était une belle occasion parce qu'il vient de commencer. Et juste pour le mettre un peu à l'aise, on avait envie quand même de vous le présenter. Donc, il est plus là. Il est où? Il est là. Stéphane Moret, bienvenue et bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu as commencé il y a quelques jours, c'est ça? Exactement. Tu as commencé il y a quelques jours? J'ai commencé il y a 2 semaines. Waouh. C'est tout frais. Donc, tous les prochains films suisses, ou une grande partie de tous les prochains films suisses romandes, ça sera grâce aussi à lui. Demain, il y a une nouvelle commission pour les projets à venir. Donc... Merci. Donc effectivement, je viens vous souhaiter la bienvenue au nom de Cinéforum, donc qui, comme l'a dit Kika, regroupe les financements des cantons romans et de la ville de Lausanne et de plusieurs autres communes pour le cinéma roman et la loterie romande aussi, dont on a le logo sur le slide. Et je suis très heureux et très fier de venir faire... C'est ma première présentation d'avant-première, donc je suis très content que ce soit pour ce film essentiel et important qui dit un peu toute la richesse et la force du cinéma roman dont on peut être extrêmement fier. On a peut-être l'impression, quand on n'est pas baigné dans cette industrie tous les jours, que le cinéma roman n'existe pas ou c'est des films étranges. Enfin, voilà, il y a beaucoup de préjugés sur le cinéma suisse, d'autant plus roman, mais en fait c'est vraiment une illusion parce qu'il y a énormément de très beaux films, de films qui ont un succès incroyable international aussi en Suisse. Et avec des réalisateurs comme Stéphane, c'est sûr. Merci Stéphane et Stéphane. C'est bon. D'accord. Non, quand même, dire qu'on va faire une petite chat à la fin de la projection. Il y aura aussi des invités. Et donc, je vous souhaite une très bonne projection et à tout à l'heure. Merci. Stéphane Goel. Alors, j'invite tout de suite à nous joindre Janine Weber, la monteuse du film, Marine Eyman, du collectif de la grève féministe. Marine, Janine, bienvenue. Et puis Alex Eberhard d'Amnesty International, bienvenue. Oui, on peut se mettre... voilà. On peut s'asseoir en fait. Okay. On va discuter juste pour te mettre bien à l'aise. Beato tra le donne, on dit Stéphane. Je vais m'en aller. Non, mais quand même, la question qui tue, c'est est-ce que tu t'es posé, évidemment, ou est-ce qu'on t'a posé la question de la légitimité de faire ce film en tant qu'homme? Donc, sur les femmes. Janine Weber, qui a monté le film, la première version du film et la deuxième, est la personne avec laquelle on a le plus débattu, je pense, de cette question-là. Et ça a été ma conscience morale, ça a été mon œil d'introspection permanent, le miroir grimaçant dans lequel j'ai contemplé ma condition masculine. Non, mais c'est-à-dire qu'on a discuté de ça beaucoup avec Janine et effectivement, je devais, contrairement à la première version, il y a 10 ans, je ne me suis pas posé la question. Pour être honnête, ou à peine. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, pour la première version du film, je m'étais renseigné pour savoir s'il y avait un autre projet de film similaire qui était un peu dans l'air du temps. J'ai demandé un peu à mes collègues cinéastes, documentaristes, et puis bon, après je me suis arrogé le droit, sans que ça me pose plus de problèmes que ça, de faire ce film. Aujourd'hui, évidemment, je me suis dit, attends, comment est-ce que je peux assumer le fait de faire ce film en tant qu'homme? Et c'est un film qui parle des hommes aussi, tu vois, il n'y a que des femmes dans les témoignages, les hommes ne parlent que dans les archives, enfin ils disent beaucoup de bêtises, mais on aurait pu leur faire dire beaucoup plus de bêtises encore, mais on a été encore sympa. Et puis par contre, il fallait que je marque le fait que la voix
qui raconte, le narrateur, c'était ma voix propre, que je parle un peu à la première personne, et puis qu'il y ait ce ton de regard un peu ironique, peut-être un peu sarcastique, sur les hommes, comme étant responsables, ceux qui ont été l'obstacle majeur, disons, à ce long combat pour les gays. Janine, justement, Stéphane évoque les matériaux d'archives. Vous avez à disposition beaucoup de matériel, en fait immense. Comment vous êtes orienté et quel choix vous avez fait à un moment ou à un autre pour choisir déjà, effectivement, de exprimer la voix des hommes que à travers ces matériaux, et puis c'était quoi l'idée derrière par rapport à leur présentation, à leur façon de les présenter, et comment les monter? Alors je crois que l'intention dès le départ, elle était d'utiliser les archives d'une manière assez ludique pour asseoir ce regard ironique. Ensuite, les archives, c'est souvent des fragments, c'est-à-dire qu'on a des sujets entiers, puis on va piocher à l'intérieur des fragments qu'on va recomposer pour reconstituer autre chose, en fait. Donc c'est vrai que le montage, il vise à recréer des unités nouvelles à partir d'une unité de départ. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu. Donc au début, le travail, il est assez intellectuel, c'est-à-dire quelle est la narration, comment les chapitres s'enchaînent. Et puis il y a un moment donné où c'est des questions rythmiques, c'est des questions esthétiques, c'est la gestion des émotions, du rire et de différents moments dans le film qui vont créer du contraste et de la dynamique, en fait. Ça devient moins réfléchi, c'est plus empirique, je dirais. Mais en fait, à ces 10 ans, est-ce que votre regard vis-à-vis de ces matériaux, on rit beaucoup, on sourit beaucoup, est-ce que votre regard a quand même changé dans ces 10 ans? Je pense qu'en fait, c'est marrant parce qu'en fait, la première version coïncide à peu près avec la naissance de ma fille. Enfin, c'est-à-dire que c'était le premier mandat que j'ai fait après la naissance de ma fille. Et je dirais que le fait d'être enceinte de ma fille a été, même si j'avais une conscience latente, on va dire, ça a commencé à faire germer des questions qui sont précisées en découvrant en fait l'histoire des femmes pour acquérir le droit de suffrage en Suisse, que je méconnaissais. Et à partir de là, ça n'a fait que grandir. Après, lors de la deuxième version, la question, elle était de se demander finalement qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 91, en fait. Comment, sur des périodes où on a moins de recul, comment raconter ces 30 dernières années? Qu'est-ce qu'on peut en dire et comment le dire? Donc là, il y avait une nouvelle réflexion à faire, en fait, sur une période sur laquelle on a peu de recul. Marine, bonjour. En espérant que tu as retrouvé entre-temps un peu ta voix après le beau succès des manifestations d'hier. Je peux juste préciser. Oui, pardon. Marine, c'est elle. Oui, voilà. Donc Marine, pour moi, c'est drôle. Non, je raconte juste ça. C'est drôle parce que la dernière image du film, qui donc est Marine, qui est une image qui a été filmée par Patrick Muroni, qui est un jeune cinéaste avec qui je travaille sur un autre projet. Il avait filmé la grève de 2019 et je regardais ces images et c'est vrai que cette séquence, cette image, elle nous a tout de suite apparu. On s'est dit, tiens, ouais, c'est trop fort cette image et on pourrait finir le film sur cette image qui est comme une image un peu symbolique, un peu iconique, mais je ne savais pas, c'est vrai, on ne savait pas, quand on a monté cette séquence, que Marine est l'une des principales organisatrices de la grève lausannoise. Et donc c'était comme ça une espèce de cadeau du réel. En tout cas, bravo pour hier, déjà. Et en fait, je suis assez curieuse de savoir à quel moment tu as vu le film de Stéphane. Est-ce que tu avais déjà vu avant la grève? Est-ce que tu as vu que cette nouvelle version? Et surtout, comment utiliser aujourd'hui par rapport à votre mouvement et à vos stratégies en fait, de lutte, comment utiliser ce film en tant qu'outil de sensibilisation en fait, à vos revendications? Il faudrait passer peut-être... Ouais, désolée, on n'a pas assez de micro. Merci. Ouais, je vais essayer de parler le mieux possible. J'avais déjà vu en fait le film de Stéphane quand j'étais à l'université, mais j'avais vu l'ancienne version.
Et du coup, quand est sortie la nouvelle, évidemment, comme on savait que notre mouvement était dedans, et ben je l'ai forcément regardé. Et je pense que ce que ça apporte, c'est de montrer que, en fait, les femmes en Suisse, en tout cas, et je pense partout dans le monde, ont toujours arraché un peu ce qu'on a obtenu. Et je pense que c'est ça que ça montre aussi, c'est de montrer que, en fait, il va falloir continuer. C'est pour ça qu'on était là encore hier et on sera là les années suivantes. Parce que finalement, les femmes ont toujours dû lutter pour obtenir les avancées sociales qu'on a maintenant et qu'on doit un peu arracher le bout du gâteau, quoi, si on peut dire ça. Alex Eberhard d'Amnesty International, merci d'être là. Elle nous vient de Berne. Merci d'avoir pensé à nous. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, le lien entre le film et Amnesty, si c'est plutôt le distributeur ou toi, Stéphane, que vous avez approché Amnesty ou vice-versa. Mais je suis curieuse de savoir comment, en fait, cet accompagnement qu'Amnesty fait au film s'inscrit d'une certaine manière dans vos stratégies de soutien au mouvement des femmes en Suisse. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on a beaucoup de campagnes en lien avec le droit des femmes et notamment la révision du code pénal. Et pour nous, c'est un peu l'idée que plus on va soutenir le mouvement, plus on va essayer de l'amplifier et de donner une visibilité à tous ces combats, plus ça va porter nos causes, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est un peu pour nous évident qu'on allait soutenir ce genre de projet et de film, ouais. En fait, bon, Amnesty accompagne beaucoup aussi le mouvement des femmes dans le monde. Comment vous créez en fait un lien, un rapport entre la lutte que vous faites à l'étranger? Évidemment, c'est des thématiques semblables, mais c'est pas du tout les mêmes réalités, si j'ose dire. Et la réalité suisse, qui est assez unique quand même par rapport, en tout cas, au reste d'Europe. Moi, je suis italienne d'origine, et malgré le fait que j'arrive d'un pays très macho, on a eu quand même le droit du vote beaucoup plus tôt qu'en Suisse. Donc, à la limite, comment tu racontes la réalité helvétique, qui, de nouveau, est assez unique à l'extérieur, et est-ce que dans cette réalité, il y a, comment dire, des sources d'inspiration pour vos luttes aussi à l'extérieur? Alors, je suis en fait aussi d'origine italienne, entre autres, et c'est vrai que pour moi, la Suisse est assez peu compréhensible en fait. Je trouve que non, mais enfin, je suis suissesse moi-même, mais c'est vrai que quand on voit toutes les références, notamment au niveau des dates, quand une des intervenantes disait en 87, on avait le changement du code civil en Suisse, en Italie et en France, il y avait déjà eu 2 changements. On se dit, ouais, la Suisse, c'est pas très en retard. Elle est quasi 50 ans en retard. Le droit de vote en Italie et en France, donc 44, respectivement 45 pour l'Italie. Je pense pas qu'on puisse parler de modèle. Enfin, honnêtement, je trouve que la situation de la Suisse est certes bien meilleure que dans d'autres parties du monde, bien sûr, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et il n'y a pas de quoi se pavaner, en tout cas. Mais il faut continuer la lutte et voilà. Après, bien sûr que la situation est meilleure et on peut utiliser peut-être la Suisse ou des expériences suisses pour peut-être porter d'autres pays, voilà, donc l'Argentine, le droit l'avortement, tout ça, mais c'est pas forcément le pays qu'on va présenter en vitrine et dire. C'est pas un bon exemple. C'est pas la Suède, voilà. Et puis, en fait, je reviens un peu au cinéma, je me permets. Moi, je commence à prendre l'âge aussi. Et c'est vrai que je me rappelle, il y a à peu près 10 ans, j'avais animé ici même une table ronde avec des femmes du monde du cinéma. On a présenté tout à l'heure Cinéforum. Et c'était intéressant, enfin, c'est intéressant de me rappeler, il y a 10 ans, on discutait encore beaucoup de la représentation du travail des femmes dans le monde du cinéma. Très peu de réalisatrices. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 femmes qui ont gagné un Oscar, et je crois encore une seule, Jane Campion, qui a gagné une Palme d'Or. Mais personnellement, j'ai vu qu'en 10 ans, il y a eu une évolution très importante, alors au niveau, en tout cas,
dans le domaine des cinémathèques et des festivals, par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui à la direction artistique, mais il y a quand même en fait des revendications au sein de la communauté des femmes réalisatrices, productrices, où l'idée quand même de quotas ou en tout cas de soutien spécifique pour la production des femmes revient quand même de temps en temps en discussion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou en général, et c'est la longue question, est-ce que dans certains domaines financiers et politiques, la question des quotas reste et est encore à l'ordre du jour? Qui veut répondre? Moi, je suis très en faveur des quotas, personnellement. Je veux dire, on a, il y a maintenant une initiative qui s'appelle 50-50-20-20 et qui a été lancée à Cannes il y a quelques années, je crois, pour demander que dans les festivals, en tout cas les comités de sélection des films soient paritaires, que dans les organismes qui financent les films, dans les commissions soient paritaires, parce que le problème aussi, c'est ça, c'est que c'est pas seulement le fait qu'il y ait pourquoi il y a une majorité de réalisateurs hommes, c'est parce qu'il y a aussi une majorité d'hommes qui octroient les fonds. Donc c'est toute une chaîne qu'il faut remettre en question. Et à un moment donné, il faut être dans l'affirmative action. L'action affirmative, pardon. On me dit que je parle. Wow. On va être dans l'action affirmative, pardon. Et donc, bien sûr qu'il faut passer. Moi, je serais moi aussi pour, y compris dans les sélections, quoi. Pourquoi pas. En même temps, moi je fais un peu Oui, l'avocat du après, diable. toi, tu es programmatrice, En tant que programmatrice, je défends quand même une liberté de choix des films de qualité, indépendamment de qui les a réalisés. Et c'est une question importante, cruciale. Et de nouveau, pour moi, la question des quotas, je la défends jusqu'à un certain point, et en gros, je m'en sors pas. Je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Janine, Marine, Alex? Je ne sais pas si tu... Pour moi, c'est un médicament qui vient soigner quelque chose qui dysfonctionne. C'est pas un État qui doit se pérenniser. C'est plutôt qu'en attendant que les choses, que la société évolue, que les mentalités changent, on est obligé d'en passer par ce genre de procédé. Ça me semble pas une situation idéale. Maintenant, est-ce que les choses bougent sans ce type d'action? Ça, c'est la question que je me pose. Ouais. Marine? Non, mais moi je suis tout à fait d'accord, je partage complètement. Je pense que c'est un pansement sur une plaie, puis qu'après il y a des modes de fonctionnement qui doivent transformer et aussi un enseignement, une éducation qui doit aller aussi dans le sens de l'égalité et de l'équité. Mais c'est un moyen parmi d'autres pour y arriver. Et après aussi constituer des modèles, et je pense que ça c'est très important, et c'est pour ça aussi que par exemple il y a un peu ce combat sur le langage inclusif en ce moment qui fait beaucoup de débats, mais je pense que d'avoir un schéma mental où en fait avoir une femme astronaute, avoir une femme je sais pas chirurgienne ou que sais-je, ou bien cinéaste, ou ça construit un champ des possibles qui me semble important, et je pense que le quota, ça peut permettre ça, ce genre de modèle. Oui, je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai que pour moi, quand on dit mais ça fausse en réalité le procédé, moi je réponds mais le procédé est déjà faussé. Le décisionnel se fait par majoritairement des hommes. Donc on aura davantage de moyens octroyés à des hommes, davantage de peut-être aussi de facilité. Et donc tout ça doit être compensé. Et pour moi, le système est faussé. Alors on peut très bien le fausser en attendant une meilleure situation avec des quotas. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Je ne vois pas très bien, mais il y a, si jamais, un micro qui peut circuler. Madame, là, tout au fond. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Honnêtement, en ce qui me concerne, j'aurais tenté quelque chose pour recouper par deux le nombre d'années qui a été pris en Suisse par rapport à d'autres pays pour le droit des femmes. C'est l'école. Si on prend les enfants qui vont à l'école pendant déjà l'âge de 5 ans, si à l'école on leur explique qu'il faut donner le droit aux femmes, que les femmes sont les égaux des hommes, moi je vous mets que 20 ans à changer cette mentalité, à changer une règle ou quoi que ce soit. Donc pour moi, peut-être que
enfin, du moins ce que je me dis, c'est essayons d'inculquer aux enfants d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain, les bonnes consciences. Ça va aller très vite. Je parle de 20 ans, mais je pense que je peux même dire 10 ou 15 ans. Mais les enfants d'aujourd'hui voient des choses basiques, disons, à l'école. On ne leur apprend pas forcément la légalité et ce genre de choses. Et de l'autre côté, ils ont la famille. Donc dans la famille, ils vont reproduire ce qu'ils voient, ce qui se passe dans la famille. Alors que 6 ans, on le voit d'ailleurs, hein, ce qu'ils entendent à l'école, ils le répètent à la maison. Donc si à l'école ils entendent que le papa a les mêmes droits que la maman, et quand il verra que le papa est en train de prendre une décision qui n'est pas très correcte, ou qui dit que oh non, la mère n'a pas raison, il va interagir, il va dire mais attends, à l'école j'ai appris que papa, ce que tu es en train de faire, c'est pas correct, ou tu dois lui donner plus de droits. Donc, d'après moi, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je pense qu'on devrait le montrer aux enfants. Est-ce que, à votre avis, donc, il y a encore aujourd'hui un handicap au niveau de l'enseignement dans les écoles, déjà en bas âge, par rapport à ce que Madame vient de dire, et est-ce qu'il y a des actions à mener à ces niveaux-là, précises, pour changer effectivement les sensibilités et les mentalités au niveau scolaire? Alors, merci pour la question. Moi, j'aurais été tentée de répondre qu'en fait, il n'y a pas seulement au niveau scolaire que les choses doivent être changées, je dirais vraiment dans toutes les couches en fait, de la population, tous les acteurs de la société. Moi, en tant qu'avocate, par exemple, je me bats pour qu'il y ait une éducation de la police. Par exemple, j'ai encore récemment une affaire où... alors, ça change un petit peu de sujet, mais encore une fois, on demande à la femme qu'est-ce que vous portiez dans une affaire d'agression sexuelle. Et c'est des policiers jeunes qui posent ça. C'est la question qui a été posée il y a 3 mois. Et donc, je me dis, oui, pour l'éducation, l'école, mais aussi partout, dans les institutions, à la police. Hier, j'ai parlé encore avec une des membres d'Amnesty International à Zurich, qui fait partie du bureau d'égalité de ETH, donc l'équivalent de l'EPFL à Zurich, et elle me disait mais on doit apprendre à certains professeurs à parler parce qu'ils n'ont pas compris, ils saluent seulement chers étudiants, ils disent pas en début de cours chères étudiantes, chers étudiants, et donc je pense que oui, c'est la solution, mais il faut l'étendre, il ne faut pas s'arrêter à l'école à mon avis, il faut vraiment aller partout. Il y a une question là-bas. Merci. Ce n'est pas une question, c'est une remarque qui va tout à fait dans le sens de ce que Madame a dit tout à l'heure. En tant qu'ex-enseignante, je pense que c'est fondamental de mettre l'accent numéro 1 sur les enfants. Parce que si je pense à l'écriture inclusive, si je vois ce que les gens de mon âge, j'ai 75 ans, comment ils réagissent à l'écriture inclusive, les 4 fers plantés dans la terre pour refuser ça, parce que nos vieux cerveaux un peu usés ont de la peine. Mais les gamins de 4-5 ans, ils sont tout frais, leurs neurones sont intacts, ils apprennent très vite. Et s'ils apprennent à partir de 4-5 ans, bien sûr qu'il faut le faire à tous les échelons, mais l'éducation, c'est le numéro 1, parce qu'ils sont les adultes de demain. Et puis eux, ça ne va pas leur poser un problème. Non, si dès le départ, ils apprennent ça comme ça, ce sera OK. Ce sera OK, cette espèce d'ouverture. Donc moi, je pense que, comme vous, que l'essentiel, c'est vraiment de mettre l'accent sur les jeunes et les tout jeunes, et sur le reste du monde après. Mais c'est les jeunes qui vont faire le monde de demain. C'est eux qui doivent apprendre. Ils n'auront pas besoin d'apprendre. Ils seront formés comme ça à cette ouverture inclusive. Et on peut leur faire confiance. Nous, pour ça, on est des vieux chevaux de bataille et on a beaucoup de peine à essayer de faire ça. Mais on essaye. Merci beaucoup. Et Marine, à ce propos, au niveau de votre collectif, je suppose qu'il y a
beaucoup d'âges différents. Tu es de la jeune génération du collectif. Est-ce que, bon, quand même, est-ce que Oui, mais on tu a des très très ressens, jeunes, hein. justement entre les plus jeunes et les femmes plus âgées qui ont mené beaucoup de batailles, est-ce que tu ressens quand même un changement d'attitude de vision ou d'approche, pardon, pas de vision, mais d'approche entre les générations, où il y a quand même une unité des pensées au sein du collectif? Alors, je crois qu'on est assez d'accord sur le fond. Après, évidemment, on a toutes des chevaux de bataille et des réalités aussi qui sont différentes. Forcément, la jeune génération s'intéresse beaucoup moins à AVS 21, par exemple, qui va débarquer, et qui est toute cette question des retraites, ou bien la question du travail du care, avec la question du congé parental, des places de crèche, qui sont évidemment des questions que d'autres générations se mobilisent pour, on va dire. Et puis la jeune génération qui est encore à l'école, voilà, il y a plus des questions sur le statut d'étudiant, d'étudiante, le fait d'avoir la question du harcèlement de rue, du harcèlement sexuel, la question de la communauté queer, LGBTQIA+, etc. Donc je pense qu'on est toutes d'accord sur un socle commun, et ça a fait notre manifeste d'ailleurs. Mais après, l'idée, c'était qu'on puisse chacune, avec notre réalité, porter en fait plus certains articles que d'autres. Et du coup, finalement, on se rassemble plutôt autour de différentes thématiques, en étant quand même très au clair sur le socle. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, pardon. Il faut laisser le masque. Non, au-delà de la question de la légitimité, c'était la question de l'appropriation culturelle que j'avais envie de poser. Parce que la question de la légitimité, effectivement, c'est de où on parle, mais la question de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que c'est un homme qui met en avant une problématique sans en avoir la charge mentale. Et c'est un homme qui reçoit les subventions pour parler de cette problématique. C'est un homme qui a la reconnaissance pour parler de cette problématique, alors qu'il y a des femmes qui se battent, qui n'ont pas les subventions, qui n'ont pas la reconnaissance et qui pourtant portent la charge mentale. Et donc la question de savoir, c'est est-ce que vous vous êtes posé la question, Monsieur Goël, de la question de l'appropriation culturelle, et comment y avez-vous répondu? Je vous remercie pour cette question. Et je dois avouer qu'elle me surprend, et parce que ça n'est pas assez hors du champ de ma pensée. Non, je pense qu'on a essayé d'y répondre avec Jaline, qui est co-coupable, en faisant un film historique, justement, en restant dans le champ d'une exploration historique, d'un récit historique. C'est pas, j'ai dit une deux fois, c'est pas un film d'auteur. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film. Alors certes, comme je disais, je place une voix pour ne pas masquer que c'est un film qui est fait par un homme. Donc voilà, pour pas le camoufler. Donc c'est ma voix, c'est un récit. Mais c'est un film qui raconte une histoire qui est une histoire qui nous est commune. C'est pas comme si, pour moi, l'appropriation, c'est vraiment comme si j'étais allé faire un documentaire d'immersion, par exemple, au sein de la grève féministe, par exemple. Voilà. Et ça, effectivement, en tant qu'homme, je pense que c'est pas ma place. Ou de faire effectivement un film en tant qu'homme, de faire un film sur les violences, le harcèlement et les violences sexuelles. Effectivement, ça, c'est pas à moi de le faire, parce que dans ce sens, comme vous dites, je n'ai pas la charge mentale ou la souffrance réelle, physique, morale, psychologique. Moi, en tant qu'homme hétéro, valide, blanc, cis, je n'ai aucune idée de ce que signifie la souffrance et la violence à laquelle les femmes noires, enfin toutes les femmes sont exposées. Mais par contre, je peux raconter, ou je peux prétendre en tout cas à raconter d'un point de vue comme un historien le ferait, à survoler, on va dire, voilà, et à essayer de produire quelque chose, un objet, qui est juste pas un objet que je m'approprie,
C'est pas un film d'auteur, c'est pas quand Petra Volpe fait Die göttliche Ordnung, elle s'approprie cette histoire. C'est le film de Petra Volpe. Pour moi, ça c'est le film de Stéphane Goël, mais si ça se trouve, ça pourrait être le film aussi de quelqu'un d'autre. Et pour essayer de fabriquer un objet qui puisse être un objet justement qui puisse être utile. Pour revenir à ce que vous disiez, Madame. Peut-être ce film, voilà, il a déjà été beaucoup utilisé dans sa première version dans les écoles. J'espère que celui-ci le sera aussi. Et que c'est un peu un acte, on va dire, plutôt d'alliance, voilà, plutôt que d'appropriation. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de le faire. Attendez, je passe. Peut-être juste, je suis dans l'enseignement. Très, très brièvement, vous dites que c'est dans l'école que ça doit commencer. Je fais quand même juste remarquer que toutes les enseignantes, toutes les personnes qui enseignent dans la prime enfance, l'école enfantine, et jusqu'à 15-16 ans, l'essentiel maintenant, ce sont des femmes qui enseignent. Juste une remarque comme ça. D'accord. Sur peut-être quelque chose d'intériorisé. Point 1. Ensuite, je comprends mal la question de Madame. Parce que si, au fond, il y avait eu deux personnes en concurrence, monsieur et une dame qui ont envie de faire ce documentaire qui est vraiment très bon, je trouve que j'ai déjà montré dans mes classes à plusieurs reprises. Si vous étiez en concurrence et que c'est vous qui l'avez et que la femme l'a pas, je trouve qu'il y aurait un problème très très grave. Mais je pense que la question est mal posée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que vous qui a eu envie de le faire, et pourquoi est-ce que vous, madame, vous n'êtes pas proposée pour faire... Non, mais j'entends, je ne veux pas vous attaquer, vous, personnellement, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas une femme qui a eu cette idée, et pourquoi c'est lui, disons? Mais on ne va quand même pas lui reprocher à lui. La question, c'est ça. Est-ce que vous l'avez emporté contre une femme ou bien on a le droit de me poser la question et c'est légitime de le faire. Non, mais je ne dis pas que la question je dis que la question est étrangement posée parce qu'au fond, c'est vous qui avez eu cette idée et on vous le reprocherait presque. Non, mais c'est pas, je ne reproche pas à Stéphane Goël d'avoir eu l'idée. Je constate juste que c'est à la limite. Et puis, pour vous... Mais à la limite du fait que... Le fait, c'est que ce n'est pas une femme qui est en train de réaliser ce film, monsieur. Ah Non, c'est pas une question de parler de quelque chose, c'est d'avoir accès aux subventions, à la reconnaissance. C'est un des arguments pour lesquels les femmes... Merci, ouais, j'aimerais bien entendre Janine à ce sujet. Je me pose la question, qu'aurait donné le ton sarcastique du film à l'égard des hommes dans une voix de femme? Je pose juste cette question-là. C'est moi l'élément central de ma réflexion. Le point de vue du film aurait été radicalement différent. Je pense que si une femme avait fait les mêmes sarcasmes à l'égard des hommes, le film aurait été très différent et perçu, reçu différemment. Pour quelles raisons? Elles sont nombreuses, ça mérite d'en débattre, mais il y a la question du point de vue. Le film aurait changé, dans la version 2021, la voix pour mettre une voix de femme, c'était changer tout le film. C'était changer le point de vue. Donc voilà, moi c'était un peu ça qui a guidé ma réflexion. Il n'y a qu'un homme qui a le droit de se moquer des hommes. Donc... Non, pas du tout. Non, une femme peut se moquer des hommes. Non, mais je dis, moi, je n'ai pas de certitude. Je pense que ça aurait changé la réception du film. Je ne dis pas que ça aurait été moins bien ou mieux. Je dis juste que ça aurait changé la nature du film. Il aurait fallu refaire le film, je pense, si on avait décidé tout d'un coup de changer la femme, de changer la voix, pardon. Il aurait fallu réécrire le texte. Mais il faut le refaire, ce film, et j'espère qu'il pourra être refait, comme je disais, et certainement que ce n'est pas moi qui le referai. Je pense qu'il y a 10 ans, je ne me suis pas posé la question. Cette année, je me la suis posée. Je ne sais pas si j'ai su y répondre. Et puis dans 10 ans, je rigole, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres films dans 10 ans, j'en sais rien, mais enfin, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre qui devra le faire. Et puis, comme on doit poser la question des quotas, comme on doit poser la question de l'accès au financement, qui est central, surtout que c'est des financements publics qui nous permettent de faire des films. Donc on doit évidemment toujours se poser cette question-là. Et moi, c'est aussi, je le sais, c'est mon rôle en tant que mec de 55 ans qui a eu une petite carrière dans le documentaire vaudois, mais enfin bon, voilà, mais qui doit maintenant aussi se questionner de qu'est-ce que je fais avec ça. C'est-à-dire comment est-ce que maintenant je transmets, j'appuie, j'aide, j'essaie d'être un allié le plus acceptable possible pour que des personnes jeunes, et jeunes femmes notamment, puissent accéder
au monde merveilleux du cinéma. Et est-ce que donc le film va sortir en salle? Oui, aux Galeries du Cinéma à partir de demain. Voilà, ça c'est très bien, donc Allez-y. passez le mot. Mais est-ce que vous allez continuer, Marine, Alex aussi, à l'accompagner et à l'utiliser par exemple au sein du mouvement? Est-ce que Amnesty va l'utiliser par exemple dans les établissements scolaires, vraiment comme outil de sensibilisation? Est-ce qu'il y a un projet de votre part derrière cette nouvelle version du film? Alors, on va continuer la présentation du film à la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Enfin, moi, je ferai partie de cette équipe-là. Et je pense que vous avez d'autres dates, Stéphane, non? Voilà, donc le film va continuer, donc avec à chaque fois un podium à la fin. Par contre, je ne suis pas au courant de projections planifiées dans les écoles, mais après, c'est quelque chose sur lequel on peut bien sûr travailler. Ouais. Marine, oui. de ton côté? Alors, moi je suis un peu là par hasard en fait, donc la grève féministe, certainement que la majorité l'auront vu et le feront voir, mais on va pas faire une projection de la grève féministe, enfin, c'est pas organisé pour le moment, c'est à discuter peut-être. Mais je donnais un cours, enfin pas un cours. Je présentais le film il y a quelques mois entre les deux périodes de confinement à Sciences Po à l'UNIL, un cours de Sciences Po dans lequel il présentait le film. Et puis bon, quand on discutait comme ça avec les étudiants, il y a une étudiante qui me dit « c'est la 4e fois que je le vois. Je l'ai vu au collège, 2 fois au gymnase et 1 fois à l'UNI. Donc c'est bon, là, je maîtrise mieux. Moi, je ne l'ai pas vu. Enfin, oui, j'ai vu la nouvelle version, mais ça, c'était l'ancienne version qui était présentée. C'était avant, je crois qu'on ait fini la nouvelle. Et donc, elle s'en souvenait mieux que moi, disons. Mais voilà, donc c'est un instrument dont il faut s'emparer. Et qu'on peut déformer, qu'on peut couper en morceaux, qu'on peut... Enfin, d'abord, allez le voir au cinéma. Encouragez les gens à aller le voir au cinéma si c'est possible. Il y a le foot, il y a la météo, il y a tout ça. Mais enfin, il passe à Lausanne aux Galeries du cinéma, à Vevey, enfin partout. Quand même, petite question technique, vu qu'il y a un distributeur, First Hands Film, mais il y a quand même aussi le collectif Climage derrière. Donc, vu qu'il y a des enseignants en salle, si les enseignants souhaitent organiser des projections en salle ou dans les classes, il faut qu'ils s'adressent à First Hand, à vous, ça marche. Climage. Et puis voilà. www.climage.ch. À l'époque, on faisait des DVD. Maintenant, on ne fait plus de DVD parce que les DVD n'existent plus beaucoup. Enfin, je sais pas, mais enfin, oui, on trouve toujours des manières de mettre ce film à disposition. Enfin, d'abord, il faut aller le voir au cinéma. D'abord, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris le message. Allez au cinéma. Si vous avez envie, je ne vais pas vous forcer, mais je vous force quand même un peu. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ou il y a peut-être une toute dernière question avant de clore? Je vous inviterai à continuer la discussion, mais ici, il faut quand même à un certain moment sortir aérer. Bon, il fait beau dehors, peut-être on peut se voir dehors dans le jardin pour discuter encore un petit moment. Madame, je savais qu'il y avait une toute dernière. C'est pas une question, c'est juste dire que la lutte qu'on a, elle va aboutir à être des êtres humains tous, plutôt que d'être les uns contre les autres. Voilà, c'est juste ça. Merci. C'est le parfait mot final. Je remercie beaucoup tes invités. Merci. Tu le fais aussi? Oui, pardon, je vous remercie beaucoup. Merci. Pardon, excuse-moi. Oui, pardon. Merci beaucoup, Marine. Merci, Alex. Merci, Janine. En tout cas, il ne faut pas baisser les bras, n'est-ce pas? Non. La lutte continue. Voilà, ça, c'est le message. Voilà. Et aussi aller au cinéma, voir le film de Stéphane Goël. Et si dans les prochains jours il devait pleuvoir, ce qui est possible, il va pleuvoir à partir de vendredi. Donc je vous signale que non seulement il y aura le film de Stéphane Goël en salle aux Galeries, mais que nous on a une magnifique rétrospective Costa Gavras qui nous a demandé beaucoup d'efforts aussi financiers pour pouvoir vous la proposer. Il y a aussi des films qui sont relativement rares, donc essayez d'en profiter encore ce mois. J'espère de vous revoir bientôt, plus nombreux et nombreuses, en tout cas à la rentrée ici à Paderewski, en attendant que le Capitole soit rénové. Un bel été et à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.